Aujourd'hui, on plonge dans une exploration approfondie qui remet totalement en question notre rapport au temps. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, on a l'habitude de voir la procrastination comme un simple défaut d'organisation, genre une petite faiblesse humaine, c'est pas très grave. C'est ça, on se dit juste qu'on gère mal son agenda. Exactement. Mais quand on se plonge dans les enseignements du rabbi Shneor Ashkenazi, on découvre un truc de fou. Il s'agit en réalité d'une arme de guerre psychologique. Une arme d'une précision vraiment redoutable. Et tout ça tourne autour d'un seul mot. Un seul petit mot, ouais. Un terme qui a l'air complètement inoffensif et qu'on utilise tous les jours pour se rationner, en fait. Ce mot, c'est mahar. Demain. Voilà. Demain. Et pour faire cette analyse, aujourd'hui, on a rassemblé des sources vraiment denses. On a une transcription détaillée d'un de ses discours, on a aussi une carte mentale stratégique, un glossaire très précis. Ouais, et même des concepts de commandes visuelles qui illustrent super bien ces idées. Absolument. Alors, décomposons cela, parce que l'objectif ici, c'est pas de faire un simple résumé d'une fête antique, c'est de comprendre cette lutte entre le demain et le maintenant. Je suis prêt, si tu l'es. Je suis tout à fait prête. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont le texte connecte l'histoire ancienne à nos propres mécanismes de procrastination moderne. C'est vraiment une autopsie de notre esprit. C'est clair. Alors, pour vraiment capter le choc de ce mot, on doit faire un petit détour par le texte de la Megillah, le récit d'Esther. Un vrai thriller psychologique. Mais carrément, on a Esther qui vit pendant 5 ans au palais du roi Assuérus, dans un silence absolu. Elle cache qui elle est, ce qui est l'inverse tout d'al de Vashti, la reine d'avant. Ouais, elle est en mode infiltration totale. Et d'un coup, face au décret d'extermination de Haman, tout s'accélère. Elle demande un jeûne de 3 jours, elle organise 2 banquets à la suite. Et c'est là que la chronologie pose une énorme question stratégique. Haman, c'est pas un amateur. Non, c'est l'antagoniste ultime, un manipulateur ultra suspicieux. Exactement. Le gars est paranoïaque. Comment un type pareil a pu baisser sa garde à la toute dernière minute face à Esther ici? Il savait très bien qu'elle refusait de dire d'où elle venait. Et qu'elle avait été élevée par Mordecai en plus. Voilà. Il aurait dû flairer le piège tout de suite au premier banquet. Mais c'est là que le génie d'Esther intervient. Au lieu de l'attaquer de front, ce qui aurait été normal sous le coup de l'émotion, Elle utilise une ruse linguistique incroyable. elle lui tend un piège sémantique. Ouais. Et au lieu de le dénoncer, elle dit au roi que le roi et Haman viennent demain. Elle joue la carte de la procrastination. Elle simule la flemme, en fait. Et pour comprendre pourquoi ça marche sur Haman, il faut regarder le choix du mot, le fameux mahar. L'analyse fait un parallèle super intéressant avec le veau d'or. Ah oui, avec Aaron. C'est ça. Quand Aaron veut calmer la foule qui part en vrille avec l'idolâtrie, il utilise le même mot. Il dit « fête pour l'Éternel, demain ». Il essaye de gagner du temps. Exactement. Et Haman, en entendant Esther dire « demain », il est complètement rassuré. Parce qu'il interprète dans sa propre langue idéologique. Ouais, c'est le langage d'Amalek. Haman se dit que l'urgence, c'est la marque de fabrique du peuple juif. S'il y a une cause sacrée ou une question de survie, ça n'attend pas. Donc si elle remet ça à demain, C'est qu'elle a perdu cette urgence. Pour lui, elle est devenue spirituellement paresseuse. Elle n'est plus une menace. c'est fou de voir comment un mot peut aveugler un stratège pareil. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on passe de l'histoire à notre propre cerveau. Le texte opère un glissement vers la psychologie pure. Tout à fait. Amalek, c'est plus juste un peuple antique descendant d'Ésaü et d'Éliphaz, avec le roi Agag. Ça devient un concept intérieur. Ce que les sources appellent une kélipa, Ouais, une écorce. Un obstacle mental. et le truc de dingue, c'est l'acronyme. Les initiales de Réchid Goïm, Amalek, ça forme le mot Réga. Un instant. Un instant, oui. Le but de ce mécanisme, c'est pas de te faire renier tes convictions ou de te faire dire que Dieu n'existe pas. C'est beaucoup plus subtil. C'est une voix qui murmure que c'est bien, tes projets sont super, mais repose-toi juste un instant. Fais-le demain. Voilà, c'est la stratégie du refroidissement. Et c'est ça qui est au cœur du combat psychologique. Ce petit doute intellectuel vient littéralement briser l'enthousiasme du cœur. L'écharpe de glace dans le cœur doré. C'est l'image qui est dans les concepts visuels de nos sources. Ça gèle tout. C'est exactement le concept du date. Le date, c'est pas juste l'intellect, c'est la capacité à relier la tête, à savoir ce qu'on sait, avec les mains, ce qu'on fait. La théorie et la pratique. C'est ça. Et la difficulté, c'est de garder cette connexion intacte. Le refroidissement attaque directement ce pont pour nous paralyser. Et pour bien illustrer cette hostilité irrationnelle de ce mécanisme, le rabbi Ashkenazi utilise une analogie assez forte. Bon, on va préciser tout de suite pour ceux qui nous écoutent qu'on rapporte strictement la perspective de l'auteur ici. On ne prend pas de position politique du tout. Non, bien sûr.
On reste dans l'analyse du texte. Donc il compare la haine d'Amalek à la posture de l'Iran moderne. Il explique qu'historiquement, Amalek a attaqué une population épuisée dans le désert sans aucune frontière commune à disputer. C'était une attaque sans aucune logique stratégique. Exactement. Et le texte utilise la rhétorique contemporaine iranienne pour illustrer ce concept d'une destruction ciblée, mais sans raison logique ou territoriale. Une haine purement irrationnelle. Et cette irrationalité, on la retrouve au niveau individuel avec la procrastination. Sous le masque du demain, de la simple flemme, il y a en fait une anxiété profonde. La peur de l'échec. Absolument. Remettre à plus tard, c'est refuser de confronter son potentiel à la réalité. C'est notre ego qui est terrorisé à l'idée de mal faire, alors il préfère ne rien faire du tout. On préfère garder le fantasme de l'action parfaite demain plutôt que l'action imparfaite aujourd'hui. C'est exactement ça le refoulement. Alors comment on combat ça? Nos sources font un pont chronologique super intéressant. On passe du mois d'Adar avec Purim au mois de Nissan avec Pessah. Avec une connexion linguistique qui est brillante. Ah, le lien entre le Hametz et la Harmatza. Je te laisse l'expliquer parce que c'est lumineux. Si on relie ça à la situation dans son ensemble, c'est très logique. Le Hametz, c'est le levain. Et la racine hébraïque est la même que Harmatza, qui veut dire l'occasion manquée. La pâte qui gonfle. Voilà. Le levain, c'est quoi au fond? C'est juste de l'eau et de la farine qu'on a laissé attendre un peu trop longtemps. Conceptuellement, une bonne intention divine qui stagne, ça subit le même sort. L'espace vide se remplit d'ego. Et l'action feu corrompt. C'est pour ça que la sortie d'Égypte demandait le béchipazon. La hâte, ouais, l'urgence de la sainteté. Il ne faut pas laisser le temps à l'ego de fermenter. Et l'auteur illustre ça avec l'histoire de ce sablier. L'anecdote de cet homme aigri qui, par une erreur médicale, croit qu'il ne lui reste qu'un mois à vivre. Son changement de comportement est radical. En une seconde, la procrastination disparaît, il devient bienveillant, présent pour sa famille. Parce que la réserve illimitée des deux mains a disparu. Il est forcé d'être dans le maintenant. Et le plus beau, c'est quand il découvre qu'il n'est pas malade. Il ne redevient pas aigri. Il garde ce cadeau incroyable qui est la conscience aiguë de la finitude du temps. Le sablier lumineux qui repousse la brume grise de l'indifférence. C'est une image puissante, mais honnêtement, ça a l'air épuisant de vivre tout le temps avec cette pression, de traiter chaque jour comme si c'était le dernier. Ouais, c'est pour ça que le modèle de Rabbi Yosef est si important dans le texte. Celui qui célébrait Shavuot en disant « S'il n'y avait pas ce jour, combien de Yosef y aurait-il au marché ?» Exactement. Le texte précise que la sainteté, le tikkun, c'est pas une quête d'illumination nocturne grandiose et isolée. C'est la valorisation immédiate du jour ordinaire. Sanctifier le banal. C'est ça. Garder cette chaleur intérieure, c'est être constant. C'est aborder une tâche quotidienne avec la même présence d'esprit qu'un moment extraordinaire. C'est refuser le refroidissement au quotidien. Ce qui nous amène à la dernière partie de notre exploration. Qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Nos sources parlent de la section Teruma, avec un détail architectural fascinant sur l'Arche d'Alliance. Les badim. Les barres de transport. C'est ça. L'injonction, c'était de ne jamais retirer ces barres des anneaux de l'arche. Même quand l'arche était posée dans le Saint des Saints, le lieu le plus statique au monde. Et le sens stratégique derrière ça, c'est que la Torah doit toujours être sur roue. Intrinsèquement mobile. Ouais. Prête à bouger, à être diffusée à la seconde près. Elle ne peut pas s'offrir le luxe de s'installer et de se refroidir. Elle doit toujours être en mouvement. Et le rabbi situe cette urgence dans un contexte historique très précis. Il évoque ce qu'on appelle les fenêtres d'opportunité de la Géoula, de la rédemption. Des moments où l'histoire aurait pu basculer. Exactement. Il cite 1948, 1956 et 1967 comme des occasions manquées où l'élan est retombé. Et l'argument central ici, c'est que nous sommes actuellement dans la 4e fenêtre. Ce qui exige une réactivité totale. C'est là que le texte bascule en mode développement personnel pur. Il passe à l'action. La question qu'on peut se poser, c'est que faire aujourd'hui? C'est l'urgence du maintenant. Il y a des directives très concrètes. Des trucs très terre-à-terre. Bah oui. Passer des appels à des gens qu'on a perdus de vue, étudier le Rambam sans attendre le moment parfait. Faire des dons sur l'instant, envoyer des michloars, manotes pour créer du lien. L'idée, c'est de transformer l'émotion et l'inspiration en faits concrets. C'est ça, relier la tête aux mains. Ne pas laisser le temps au réga de s'installer. Exactement. C'est le seul moyen de contrer la Kalipa d'Amalek. Waouh!
C'est vraiment un voyage incroyable. On est parti de la ruse sémantique d'Esther avec ce simple mot demain qui endort Man. On a vu comment ce mécanisme mental nous refroidit. Et on a compris avec le levain et l'arche que la seule réponse, c'est l'action immédiate. C'est d'être les roues qui font avancer les choses. Et le changement véritable, comme le montre l'analyse, ne vient pas demain. Il vient maintenant. Le choix est entre nos mains. Soit on accepte la froideur, soit on génère la chaleur de l'action. Ce qui laisse une pensée assez vertigineuse pour clore cette exploration. Quand on y pense, si la plus infime unité de temps, un simple régacha, suffit pour laisser l'indifférence s'infiltrer et paralyser tout notre potentiel, On peut imaginer que l'inverse est tout aussi puissant. mais grave, est-ce qu'une micro-action positive prise en une fraction de seconde, avant même que cette discussion ne s'efface de nos esprits, est-ce que ce micro-mouvement pourrait être l'étincelle qui réécrit notre ADN spirituel ? Et qui déclenche cette rédemption ultime. C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y arrête, dès aujourd'hui, sans attendre demain.